Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du chapitre 919, vidéo qui sera un petit peu spéciale. C'est une vidéo où je vais beaucoup parler, je vais pas avoir grandement le temps de la structurer. Pourquoi? Parce que je dois partir rapidement. J'ai rendez-vous à Paris pour une émission qui sera en streaming. Je peux pas vous en dire plus, sauf que ce sera à 21h et que ça va peut-être durer 3 heures. On va parler de plein de choses. Je suis content d'avoir été invité, c'est vraiment génial. En plus, c'est des personnes que j'adore, mais ça on en parlera plus ce soir. Alors, pour ceux qui voudraient, suivez-moi sur Twitter et aussi suivez-moi sur Facebook. On donnera plein d'informations dès qu'on aura les autorisations. Alors, je suis content d'aller sur Paris faire ça, mais ça m'embête aussi. Pourquoi? Parce que si j'avais eu le temps de faire vraiment la vidéo comme je veux, j'aurais fait 2 vidéos. J'aurais fait une vidéo pour expliquer un petit peu tout ce chapitre, et après j'aurais fait une vidéo vraiment spécialement sur le voyage dans le temps. Pourquoi? Parce que comme tout le monde, je suis un grand fan, bien sûr, de Retour à le futur. Je suis un grand fan de tout ce qui est uchronie, donc tout ce qui est un petit peu dimension parallèle, où l'histoire est différemment, et aussi bien sûr des voyages dans le temps. Et savoir que Ishiro Oda et choisi cette option, et d'ailleurs c'est pour ça que j'y ai pensé dans ma théorie que j'ai fait la semaine dernière, qui se rapproche quand même le plus de tout ce qui a été fait au niveau des réponses, pour savoir, pour les explications. Surtout au niveau de Momonosuke, tout ce qu'il avait dit et tout ce qu'on a appris différemment, surtout avec cette histoire des 20 ans qui nous emmerdait quand même pas mal. J'aurais bien voulu détailler, vous parler de tous les dangers de narration au niveau des voyages dans le temps, parce que le voyage dans le temps, c'est quelque chose qui est hyper casse-gueule. Et même si on a confiance à Shiro Oda, même si on sait que c'est quelque chose qu'il a sûrement prévu de longue date, qu'il a mis tout un cheminement en place, c'est tellement difficile comme travail qu'on peut se poser franchement des questions. Et justement, on va quand même un petit peu en parler à la fin de cette vidéo. Alors, on va commencer tout d'abord par parler de Tama. Tama vraiment importante. On voit qu'elle a vraiment un contrôle, mais je dirais un contrôle amical sur Speed par rapport au Dengo. C'est le fruit qu'elle crée grâce à son fruit du démon et qu'elle donne à manger. Encore une fois, ça pourrait être un pouvoir hyper puissant justement contre l'armée de Kaido, mais il faut que la personne ait la volonté de la manger. Je vous invite à regarder la théorie, enfin la critique analyse que j'ai fait la semaine dernière. Mais j'aime beaucoup parce que le Speed, je trouve que c'est un beau personnage, je trouve qu'elle est super bien dessinée, et la voir comme une future alliée, moi ça me donne le sourire, et ça ouvre la porte peut-être à certaines autres personnes qui pourront rejoindre l'équipage, et pourquoi pas après, parce que Speed, si ça se passe bien, elle peut devenir une alliée des Mix. Par exemple, ça c'est un truc qu'on peut réfléchir. C'est-à-dire que les personnes qui sont des Smiles et qui ont peut-être un petit peu d'état d'âme, eh bien après ils auront quand même un endroit où aller, une fois qu'ils auront quitté l'équipage bien sûr de Kaido. Donc ça c'était pour Tama et aussi pour Speed. On va parler aussi de l'autre truc, c'est tout simplement Zoro. Zoro, la pirouette scénaristique que nous a utilisé Oda, c'est-à-dire la phrase aussi qui est géniale, c'est-à-dire qu'il est sur un chien. Un chien, moi quand j'étais à l'armée, je travaillais avec des équipes cynophiles. Le chien, pour retrouver son chemin, pour trouver quelque chose, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que tu dis à un chien d'aller à un point A à un point B, si tu donnes les informations au niveau de son flair pour trouver le point B, le chien va y aller. Et là, Luffy dit même sur le dos d'un... Je sais même pas si c'est Luffy ou c'est l'autre, je me rappelle plus. Même sur le dos d'un chien, il arrive à se paumer. Et je trouve cette phrase... Elle est géniale quoi. Il y a vraiment un truc qui est fait sur Zoro. Alors bien sûr, on a tous compris c'est pourquoi que ça a été fait. C'est tout simplement pour que Zoro ne se retrouve pas tout de suite face à Sanji. Parce que là on voit quand même le petit père Sanji arriver comme une fleur, être remercié par tout le monde, alors qu'il y a une personne qui est morte, c'est quand même Pedro, et il a quand même fait chier, parce que la future menace de Big Mom, si elle vient à Wano Kuni, c'est à cause de Sanji. Et je pense que si Zoro avait été là, ça aurait fait un petit peu comme le remake de Usopp au niveau de Water 7 et aussi de NES Lobby. Je pense pas que ce serait spécialement bien passé, même si Zoro est
Sanji, il y a une grande amitié entre eux. La rivalité s'est aussi transformée en amitié. Et l'autre truc aussi qui peut être vraiment excellent, et que j'y ai pensé justement quand j'ai préparé cette critique analyse, c'est que Zoro est parti. Alors pourquoi il est parti? Ça, on se pose bien la question. Peut-être qu'il a repéré un danger et qu'il va aller protéger les gens du danger. Et le danger, c'est quoi? C'est tout simplement Jack. Ce qui s'est passé au niveau de Bakura, la destruction de la ville, la destruction de Hold'em, va faire venir Jack. Jack est un épéiste, Jack est quelqu'un de super puissant. Il s'est passé des trucs au niveau de Zou, et à un moment on voit même Zoro partir. Rappelez-vous dans ce chapitre où ils sont en train d'expliquer ce qui s'est passé, et d'un coup on voit Zoro qui part. Si je vois bien Zoro être le rempart contre Jack. Jack va arriver, il va arriver au niveau de Bakura. Après, les autres vont sûrement dire qu'ils sont partis au niveau des ruines, ils vont avoir cette information. Donc, il va aller au niveau des ruines. Et j'aimerais bien, punaise, j'aimerais bien là un bon gros combat de Zoro contre Jack. Alors, ceci est une envie totalement fanboyiste. Voilà, c'est exactement. Je veux un gros truc de Zoro face à Jack. Ça pourrait être vraiment quelque chose d'assez excellent. Même si, scénaristiquement, ça pourrait être quelque chose d'autre qui serait utilisé. On a vu que Momonosuke est là. Et donc, si Momonosuke est là, ça veut dire qu'il y a aussi Inuarashi. Quand Jack a attaqué... non, Inuarashi, je voulais surtout dire... oui, Inuarashi, c'est ça. Et oui, non, j'étais bien dans le bon truc. Il y a le cerveau qui est complètement en vrille. Il y a plein d'informations dedans. Encore une fois, il y a plein de petits docs qui sont là aux commandes. Ce qui se passe, c'est que quand Zunisha s'est fait attaquer par Jack et qu'ils ont tiré dans sa patte pour lui faire mal, à un moment, ils ont dit, on va descendre les barques au sol. On sait que Nekomamushi est parti avec une partie de son équipage pour retrouver Marco, donc ils ont pris des bateaux. Est-ce qu'ils ont énormément de bateaux? Est-ce qu'ils ont décidé d'aller, je parle de Inuarashi, Momonosuke et tous les autres, est-ce qu'ils ont décidé d'aller à Wano Kuni avec Zunisha? Ceci est une très très bonne question. C'est pour ça d'ailleurs que je la pose. Comment ils ont pu y aller? Alors, on va pas se mentir, c'est quand même, Zunisha, c'est pas un petit éléphant, c'est un truc d'énorme, donc on peut pas le planquer dans une poche, on peut pas le planquer comme c'était au niveau de Toadland, c'est-à-dire dans une crypte, dans une sorte de grotte au niveau de Toadland, le Sunny. Zunisha est peut-être toujours en train de marcher et d'éviter tout en se promenant dans la brume, et on sait aussi que Zunisha a cette faculté, cette capacité de créer une brume autour de lui, une sorte de chose de camouflage, et ça pourrait être pas mal. C'est-à-dire que là, on a peut-être à côté Zunisha avec toute l'armée de Minx qui sera une armée bien sûr pour aller détruire la gueule du Shogun ainsi de Kaido et de son armée pour faire cette grande bataille que nous a teasé Ichiro Oda dans une interview. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Maintenant on va parler, on va prendre ça d'un point de vue chronologique par rapport à ce qui s'est passé au niveau du chapitre. On va parler des révélations qu'on a eues par rapport à la maîtresse. Alors, la maîtresse, au début j'ai cru que c'était un mythe, et non, en vérité c'est un yokai, je ne connaissais pas. J'avais retenu le nom, mais comme d'habitude, j'ai pas de mémoire. C'est... Alors voilà. C'est une Roku Bi. Alors c'est une Roku Bi. Donc voilà, c'est une yokai, c'est une personne. Alors ça peut être autant un personnage féminin qu'un personnage masculin dans le folklore japonais, même si dans la majorité des cas, c'est un personnage féminin qui a le cou qui s'allonge, donc elle est normale durant la journée, mais durant la nuit, elle a le cou s'allonge, elle fait faire des mauvais rêves aux gens, elle boit l'huile des lampes d'après ce que j'ai lu, et aussi en cas extrême, elle peut carrément bouffer des personnes. Et il existe aussi une variante de ce yokai qui est le Nukekubi, qui elle est plus une personne avec une tête qui vole. Donc voilà, donc encore une fois, pas mal de références par rapport au folklore japonais. Donc pour les japonais qui lisent ça, c'est vraiment excellent. Et nous, ça nous permet en plus, c'est-à-dire que là en ce moment, pour moi, One Piece a une vocation
culturelle. C'est-à-dire que ça me permet d'apprendre plus de choses au niveau de tout ce qui est le Japon. Et elle nous donne l'information justement qu'il y a 20 ans, eh bien, Oden est bien mort. Et il est considéré comme un traître. Pourquoi? Parce qu'il a voulu ouvrir le pays, et ça c'est pas bien, parce que le pays fermé, c'est comme ça que eux, les personnages de Wano Kuni, enfin les habitants de Wano Kuni, se sentent le plus en sécurité parce qu'ils pensent que le monde extérieur les jalouse. Donc ça c'est la première chose, et ça évite aussi à ce que des personnes néfastes viennent de l'extérieur. Ceci reprend un point vraiment très important du fait que Kaido serait un descendant de l'île de Wano Kuni. C'est-à-dire qu'il est né ici. C'est pour ça qu'il est accepté. Parce que, imaginez bien que la prof, ce qu'elle dit, c'est-à-dire que c'est pas bien qu'il y ait des gens extérieurs qui viennent à Wano Kuni, et là, c'est un putain de pirate. Et si ce putain de pirate n'était pas une personne descendante de Wano Kuni, il serait rejeté par la majorité des personnes et viendrait, et là c'est très important parce que là on est un petit peu dans de la géopolitique, viendrait affaiblir le pouvoir du shogun. C'est-à-dire que le shogun, s'il a été mis en place et s'il est autant adulé, c'est qu'il est l'expression inverse de ce qu'a été Oden. Tu voyais un petit peu la chose. Donc c'est aussi pour ça qu'est accepté une partie, enfin la totalité, de son équipage. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'on a l'information. Alors je sais plus si c'est vraiment la prof qui donne cette information là ou si c'est plutôt l'autre mec qui s'appelle comment, attendez je vais retrouver son nom, Kiyoshiru, hein, donc voilà, putain j'aime pas faire les vidéos comme ça, mais au moins ça montre que je l'ai travaillé quand même en amont. Ce mec là, je sais pas, je crois que c'est lui qui nous apprend la prophétie. Donc oui, ça c'est sûr, la prophétie par rapport à la femme de Oden, et surtout nous apprend que les personnes, c'est-à-dire Kinemon, Momonosuke, Oden, Kenjuro, Raizu et d'autres personnes aussi, les 9, peut-être les 9 samouraïs, sont morts brûlés. Pourquoi c'est important? Parce que ça vient expliquer le problème des tombes. Les tombes n'ont pas été créées, à mon sens, par le shogun pour montrer qu'ils ont été morts et pour montrer une sorte de symbole, comme je l'ai dit, qui vient dire ne venez pas nous faire chier, sinon vous allez finir comme eux. Le fait de mettre des tombes, comme je l'ai dit dans les réponses aux commentaires, vient aussi entretenir pour ceux qui étaient du clan Oden, cette rancœur envers le shogun. Il est mieux d'annihiler toute une personne, toute une trace historique de la personne, pour qu'au fur et à mesure du temps, celle-ci soit oubliée. Là, on a les tombes, et si les tombes ont été faites, c'est qu'il y a des personnes qui ont été enterrées. Et donc, ils ont enterré des cadavres brûlés. Et vous regardez tous les séries policières, tout ça. Quoi de mieux que de faire passer un corps pour un autre corps que de cramer le corps. Bon, il n'y a pas une CIS qui est venue il y a 20 ans au niveau du shogun pour faire des empreintes de dentaires pour savoir si c'était bien le shogun qui est bien mort et tout ça. Enfin bref, de toute façon, Oden, on est sûr qu'il est mort, mais les autres sont toujours vivants. Et là, on va arriver sur plusieurs choses qui sont importantes. Le fait d'avoir la prophétie. La prophétie parle de 20 ans. Pourquoi 20 ans? Je pense encore une fois que c'est lié à l'arrivée de Luffy, qui a été vu par quelqu'un. Et là, on peut parler d'une personne qui a le fruit du temps. Et ça serait justement la mère de Momonosuke qui aurait eu ce pouvoir. C'est aussi pour ça qu'ils sont parlé de démons. Ce qui se passe, c'est que, comme je le pense, Oden a été au niveau de Raftel, il a vu la grande vérité au niveau de Raftel, il est au courant de ce qui va se passer et il voyait peut-être quelque chose. Sa femme, ayant le fruit du temps, n'avait peut-être pas la faculté de voyager dans le temps, mais avait cette faculté de voir le futur, de voir le temps, la réalité qui va arriver. Ceci est comme un petit peu ce que faisait Katakuri, mais sur du très très long terme, et a pu dire justement que on va mourir. La femme d'Oden a dit à Oden, on va mourir, mais il faut que notre mort serve à quelque chose. Encore une fois, c'est quelque chose qui est énormément utilisé dans toutes les narrations, dans toutes les histoires. Vous pouvez trouver ça, les parents qui se sacrifient pour leur enfant. Et avec l'utilisation
de son fruit du démon, on peut imaginer que comme l'eau, avec la mort de la personne, ça ouvre une propriété ultime du fruit du démon qui ne peut être là que par la mort du personnage. On peut imaginer même, j'irai même jusque là, c'est une nouvelle théorie que je suis en train de vous faire en live, comme d'habitude quand je fais mes critiques analyses, l'utilisateur du fruit du démon a une capacité ultime de son fruit qui peut être déclenchée par la mort de celui-ci. Et donc, elle possède le fruit du démon pour voir dans le temps, pour faire des choses avec le temps, pourquoi pas arrêter le temps sur quelques minutes, etc. Et le pouvoir ultime était tout simplement de prendre des personnes et de les faire traverser le temps, comme l'a expliqué l'utilisation de ce mot traverser le temps, c'est Scantrat qui l'a bien utilisé, et là ça pourrait être vraiment génial. Pourquoi ? Parce que ça vient justement enlever les problèmes de paradoxe et les problèmes de mauvaise utilisation du voyage dans le temps. C'est-à-dire que c'est un voyage dans le temps qui a été fait à sens unique vers le futur. Et c'est là où c'est vraiment important. Car le voyage dans le temps est néfaste quand tu voyages dans le passé. Si tu voyages dans le passé, tu amènes des actions dans une timeline en imaginant qu'il n'y ait pas plusieurs timelines qui se créent. C'est-à-dire que quand tu vas dans le passé, tu vas changer une chose qui va changer ton présent et qui va même venir changer peut-être l'existence de la personne qui a créé ce changement. C'est le paradoxe du grand-père. C'est-à-dire que si moi, je vis, j'ai un moyen d'aller dans le temps, je vais dans le passé, je tue le père de mon père, donc mon grand-père, en le tuant, mon père n'existe pas, je n'existe pas, donc je ne peux pas venir dans le passé pour tuer mon grand-père, donc mon grand-père est bien vivant, il a un enfant qui est mon père, j'existe, et après je retrouve, donc je repars dans le passé. C'est un paradoxe, une chose ne peut pas se faire, car je ne suis pas vivant. Mais si je ne suis pas vivant, obligatoirement, je ne peux pas avoir une action, et je peux découler l'action qui va me faire naître. Je sais pas si vous voyez la logique. Et donc, si Shiroda a créé justement une condition ultime à l'utilisation du fruit du démon qui fait que l'utilisation de l'action ne peut être que dans un seul sens, il n'y a plus de problème de temporalité, il n'y a plus de problème de paradoxe. Et j'aimerais beaucoup que ce soit ça, parce que imaginons qu'il y ait un fruit du démon qui permet une utilisation d'amener quelqu'un n'importe comment dans le passé, qu'est-ce qui empêcherait Luffy d'aller sauver son frère ? Qu'est-ce qui empêcherait je sais pas quoi qu'est-ce qui si le fruit du démon du voyage dans le temps n'avait pas une conséquence comme ça, qu'est-ce qui empêcherait tout simplement Barbe Noire d'aller à la recherche de ce fruit du démon, de l'utiliser pour revenir dans le passé et amener le Yami Yaminomi à lui-même. Enfin, vous imaginez toutes les choses qui peuvent se passer. Le Barbe Noire, on voit que c'est peut-être le mec le plus intelligent de tout l'univers de One Piece. S'il avait un fruit comme ça et qu'il pouvait aller dans le passé, changer tout ce qui se passe, ça serait complètement fou. Il pourrait même aller chercher et tuer des utilisateurs de fruits du démon quand ceux-ci n'avaient pas encore la maîtrise de leur fruit du démon. Parce que s'il veut un fruit du démon qui est puissant, je suis en train de vous faire ça totalement en live, hein. Là c'est quelque chose qui vient juste d'apparaître. Si Barbe Noire veut un fruit du démon, par exemple le fruit du démon de Kaido. Imaginons que Kaido, l'invulnérabilité qu'il a, c'est lié à son fruit du démon, chose que je ne pense pas du tout. Donc il est impossible de le tuer pour avoir son fruit du démon. Sauf si Barbe Noire arrive à avoir l'information de savoir quand est-ce que Kaido a eu son fruit du démon. Et à partir de là, si Barbe Noire a le fruit du démon du voyage dans le temps, il peut aller dans le passé, prendre le fruit du démon de Kaido pendant que celui-ci est encore faible et avant que celui-ci n'ait mangé le fruit du démon.
Là, il n'y a qu'une seule explication, et je suis sûr que si on a le temps de faire des recherches là-dessus, on peut montrer que l'utilisation d'un fruit du démon ou d'une machine même qui aurait peut-être été créée par Vegapunk ou quelqu'un d'autre et qui a été utilisée après autrement, qui permet un voyage dans le temps, vient dénaturer toute une structure narrative. Parce que tout ce que tu as mis en place en amont vient être détruit après par cette faculté d'aller en avant que l'action se produise afin de la changer. Après, là vous m'avez envoyé quelque part parce que j'adore les voyages dans le temps. Après, il y a une théorie qui veut que le temps, de par lui-même, corrige et empêche toute modification. Ça voudrait dire que le voyage dans le temps est absolument impossible. Si tu vas dans le passé changer quelque chose, obligatoirement, le voyage dans le temps, enfin le temps en lui-même, l'entité du temps, viendra mettre une nouvelle action pour empêcher cela. Ça a d'ailleurs été repris dans une petite série qui était bien sympa que je vous invite à voir. C'est la date de l'assassinat de JFK, où justement il y a un mec qui remonte dans le temps pour empêcher l'assassinat de JFK, et quand il y arrive, il s'aperçoit que le temps à chaque fois il fout des trucs pour empêcher que ça arrive. Je vous en dis pas plus, hein, si vous voulez le regarder, je vous mettrai en lien dans la description le truc. Donc voilà, et en un sens, l'utilisation du fruit du démon permet de mettre en place plein de choses comme ça. T'as pas à te dire, ouais, il faut qu'il y ait quelqu'un qui crée une machine pour faire ça. Non, l'utilisation du fruit du démon permet ça. Le fruit du démon, en un sens, dit Jiroda, il a été un génie là-dessus, parce que il peut créer un fruit du démon, vu qu'il y a plusieurs catégories, sur tout et n'importe quoi, pour expliquer tout et n'importe quoi, si cela, bien sûr, a des entraves qui permettent de ne pas mettre en danger et en défaut toute la narration, toute la préparation qu'il a mis en avant. Donc voilà, alors je vais arrêter un petit peu ici cette vidéo. Wano Kuni, pour l'instant, ne ment pas, rend bien vraiment toutes les choses qui nous avaient été promis, pour l'instant sont tenues. C'est un plaisir de lire les chapitres. Alors j'ai oublié d'en parler bien sûr, mais le troll d'Ishiroda quand il nous montre un Kinemon complètement vieux. Là, ça reprend, comme je vous l'ai dit, durant la réaction live. Là, je vous invite d'ailleurs à lire cette légende, et que je connaissais pas du tout. Et c'est grâce à One Piece que je connais celle de Urashima, le pêcheur qui, en ouvrant le Tametebako, prend toute sa vieillesse et vient justement mourir. Il y avait, alors pour ceux qui connaissent le roman, c'est plusieurs nouvelles, c'était le cas. Il y a la même histoire avec un monstre qui arrête pas de poursuivre un pêcheur. Il y a une même, c'est vachement vieux, j'adore la science-fiction, donc voilà, et il nous l'a fait à l'envers. C'est pour ça que vous voyez comment je découvre en même temps que vous les chapitres. Je pensais vraiment que c'était ça, et qu'en un sens, ils étaient cachés, puis qu'il y avait une sorte de pouvoir qui leur avait permis de garder une jeunesse pendant un petit bout de temps, et en un sens ça aurait été génial, parce que ça aurait permis de nous montrer un Momonosuke de 28 ans. C'est génial. Il y a aussi une autre question qu'on peut se poser. Est-ce que Tama serait une descendante du clan Kuzuki ? Le fait de laisser cette timeline de 20 ans complètement obscure permet de penser des trucs absolument de fou. Le truc que j'ai complètement oublié de parler, les 9 samouraïs. Les 9 samouraïs avec le fourreau rouge qui fait parfaitement penser au Kitetsu. Et bien là, on peut arriver sur une prophétie. Et la prophétie, c'est qui ? C'est l'arrivée de Luffy avec son équipage de 9. Et dedans, on inclut Jinbei. Mais certains me diront, oui, mais avec Jinbei, ça fait 10. Mais non. Luffy en tant que tel serait le sort de commandant, serait le sort de prophète, de l'élu comme je l'ai dit, et avec lui il y aurait ces 9 samouraïs. C'est-à-dire que Luffy serait le héros du futur Shogun, le truc de Momonosuke, et il serait accompagné par 9 samouraïs qui auraient des katanas rouges qui vont être construits ou qui ont déjà été construits par le maître de Tama. Vous voyez, il y a plein de choses. En ce moment, One Piece, c'est l'effervescence au niveau du cerveau. C'est un véritable plaisir. On peut penser le fait de voir Robin qui est en train de danser, aller à danse pour un membre qui est proche du Shogun.
Donc ça veut dire qu'elle va avoir plein d'informations, elle peut avoir plein de révélations, plein d'informations, de trucs qu'elle va nous donner plus tard. Donc ouais, non, c'est vraiment génial. Donc là, je pense que j'ai tout dit. Hein, ouais, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, on va aller faire un rapide montage avant que je parte direction Paris. Je vous attends nombreux ce soir à regarder la petite vidéo. Normalement, c'est du streaming, donc vous pourrez laisser des petits commentaires. On se fait un gros coucou et on va finir ici parce que c'est peut-être le principal. Bah, n'oubliez pas le principal, bien sûr, que One Piece, c'est la vie. Allez, aïe, je viens de me taper dans les nettes. Salut mes Nakama. Oui, je suis complètement excité, je sais pas pourquoi. Allez, tchuss.